Bon, je vous propose de commencer. Les prochains participants prendront le train en marche. Donc tout d'abord, merci à toutes et à tous de vous être rendus disponibles aujourd'hui pour ce webinaire. Donc je me présente, donc je suis Aude Jiménez de la société Gara, donc organisme de formation. Formation à la construction écologique. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Paul Caillol, qui se présentera incessamment sous peu et qui sera votre conférencier pour ce webinaire d'aujourd'hui, destiné aux économistes de la construction et portant sur le sujet de la RE 2020, et à savoir notamment s'il s'agit d'une bonne nouvelle pour vous. Je vous indique également que en tant qu'organisme de formation, nous avons un certain nombre de programmes de formation qui sont destinés aux économistes. Donc, vous pourrez cliquer sur le bouton en haut de la présentation pour aller voir de quelle formation il s'agit. Et à titre d'information, nos formations sont prises en charge à 100% par vos OPCO ou votre OPCO, dans le cadre notamment du FNE Formation. Et pour toute question, de toute façon, vous aurez nos coordonnées dans la présentation qui suit. Donc, je vous propose de commencer. Paul, je te laisse présenter le PowerPoint. Juste une précision, si vous avez des questions au fil de l'eau, au fil de la présentation, vous pouvez les noter sur le chat. Et au fur et à mesure du webinaire, nous les présenterons et Paul pourra y répondre au fil de l'eau. Voilà. Paul, je te laisse présenter. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, je le disais précédemment, donc, nous sommes l'organisme de formation Gara. Gara, en quelques lignes, pour vous présenter un petit peu qui nous sommes et d'où l'on vient. Donc, la société est née en 2018 en Ariège sur un chantier participatif en bois et en paille du fondateur de la société, donc Hugues Verneau, qui, de retour d'un tour du monde en stop, a voulu s'orienter vers des solutions efficaces et éprouvées pour diminuer notamment l'impact environnemental des constructions et du secteur du bâtiment. Et c'est ainsi donc qu'est née la société Gara. Et pour le petit moment de culture générale, Gara veut dire maison en népalais. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre fonctionnement et les formations que l'on propose, vous pouvez tout à fait nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche ou juste nous préciser par mail que vous voulez être appelé et nous ferons un plaisir de vous recontacter pour discuter de votre projet de formation et pouvoir vous indiquer les formations qui sont les plus pertinentes pour vous. Donc, nous proposons différents types de formations, bien évidemment toutes tournées vers la construction écologique et elles sont tournées vers un certain nombre de professions du bâtiment, dont les économistes, mais également les architectes, les maîtres d'œuvre et également les autoconstructeurs. Donc, le sujet de notre webinaire est bien sur l'ARE 2020 et plus précisément son impact sur vos métiers, vous en tant qu'économiste de la construction. Et nous essaierons de répondre à cette question épineuse. Est-elle une bonne nouvelle pour vous? Et si oui, dans quelle mesure? Et surtout, quelle transformation apporte-t-elle aussi dans vos métiers? Merci Aude, du coup c'est à moi. Je vais me présenter. Bonjour à tous déjà, merci encore d'être présent aujourd'hui. Avant de commencer, je me présente rapidement. Donc, je suis Paul Caillol, je suis consultant en bâtiment durable depuis 2006. J'interviens actuellement au sein du bureau d'études Indigo, principalement pour des expertises sur des calculs, que ce soit des simulations thermiques, mais plus en particulier sur ce qui va nous concerner aujourd'hui, sur de l'analyse de cycle de vie, de la RT et de la RE 2020. Voilà, donc j'interviens sur des missions avec engagement énergétique, d'accompagnement en maîtrise d'œuvre environnementale, voire d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des missions de développement durable. Et en parallèle de ça, je suis également formateur, j'ai la joie d'être formateur avec l'organisme de formation Gara, qui vient de vous être présenté principalement sur des thématiques autour de la RE 2020.
Et j'interviens également aussi avec le groupe, auprès du groupe moniteur, sur les aspects de la construction bas carbone. Voilà, donc le sujet du jour, la RE 2020 est-elle une bonne nouvelle pour les économistes? On va tenter de répondre à l'ensemble de ces questions-là. Les économistes doivent-ils réaliser les études ACV? Qui est le plus à même de réaliser ces études? Le bureau d'études thermiques, l'économiste, les deux? Pourquoi? Globalement, on va essayer d'expliquer en quoi la CV est au cœur de la prescription, en tout cas sera, et puisque la RE 2020 est en place depuis le 1er janvier 2022, et puis il sera au fur et à mesure sur tout un tas de types de bâtiments, et en quoi consiste l'avenir de la CV au sein du bâtiment, et dans quelle mesure l'économiste a sa place, sachant que la CV a quand même un aspect lié à la prescription, et c'est en large partie votre métier. Alors juste, je fais un aparté, Paul, avec une question Oui. centrale, effectivement. Qu'est-ce que l'ACV? Puisqu'effectivement, on parle Qu'est-ce beaucoup en que la acronyme, CV? mais C'est on vrai a qu'on l'a même pas mis dans on cette ne l'a même pas. présentation du webinaire. Alors, bien Tout sûr, à on a fait. prévu d'en parler. On a prévu d'en parler, donc ACV pour analyse de cycle de vie. Je vais revenir un peu plus en détail juste après. Merci Laurent. Voilà. Mais avant ça, alors, on va vous présenter un petit peu plus en détail, en gros, en quoi consiste la RE 2020 pour ceux qui n'ont pas des idées claires là-dessus. Ce sera le début de la présentation, mais juste avant ça, on voulait faire lancer un petit sondage. Alors, je te laisse la main peut-être pour ça, Aude. Je le lance. Donc, alors, petit sondage auquel donc, vous pouvez voter, qui porte sur, donc bien sûr, la RE 2020 et à savoir pour diminuer l'impact carbone d'un projet, quelle menuiserie dois-je choisir? Donc le bois alu, le PVC, l'alu ou bien cela n'a aucune espèce d'importance. Je vous laisse quelques minutes pour choisir. Alors, 16 et 3, 19. Je pense que tout le monde a voté. ouais, je crois qu'on voit 78%. Il manque 5 votes. Je ne sais pas si c'est pour des problèmes techniques ou autres. Est-ce que tout le monde arrive à voter ou certains ont des soucis techniques? Vous pouvez noter dans le chat s'il y a un problème. Sachant que, alors je ne sais pas si personne est en mesure de voir les résultats. Je le mettrai je les partagerai. à la fin. Oui, quand tout le monde aura voté. 83%. Je vais peut-être l'afficher moi. Quelqu'un est en train d'écrire, donc c'est peut-être un sujet relatif au sondage. J'attends que la personne ait terminé. Non? Non. Bon, 83%, c'est déjà pas mal. Je vous affiche le résultat quand même, histoire que que vous soyez informés des taux de réponse, sans influencer les deux réponses manquantes. Donc en RE 2020, pour diminuer l'impact carbone d'un projet, quelle menuiserie dois-je choisir? Donc 70% ont répondu menuiserie bois, puis bois alu. À égalité avec ça n'a pas d'importance, et puis ensuite PVC ou alu. Voilà pour les réponses. Donc roulement de tambour pour la suite. Alors, il faut que je repartage à nouveau. Hop, comme ça. Alors, une partie de la réponse est dans cette diapositive. Alors, je vais vous l'expliquer. Cette diapositive présente l'impact carbone à peu près de l'ensemble des menuiseries qu'on trouve actuellement dans la base IGNES. Donc la base IGNES, c'est la base de données utilisée pour établir
l'impact carbone, l'impact sur le réchauffement climatique des matériaux de la construction. Actuellement, il existe à peu près une soixantaine de fiches référencées. Donc on appelle ça des fiches de données environnementales et sanitaires, FDES. Donc une soixantaine pour du bois, de l'alu, du bois alu, du PVC, autres, bon, il y a des aciers, et voire il y a même du PVC alu, mais c'est pas très important. Et ce qu'on observe ici, c'est l'impact carbone en kilogrammes équivalent CO2 par mètre carré de surface de référence, donc en gros par mètre carré de logement, pour faire simple, donc à l'échelle de tout un projet. Voilà. Alors, pour information, c'est une extraction qui a été faite récemment, donc ces données sont encore valables. La base IGNES évolue de temps en temps, donc quand vous voyez apparaître des comparatifs de données environnementales issues de la base IGNES, il faut toujours se poser la question de quand ils datent, puisqu'il y a des évolutions possibles. Et alors, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même très variable. Il y a un rapport de 1 à 10 entre les données les plus impactantes et les données les moins impactantes. Sachant qu'évidemment, c'est pas si évident que ça dans les réponses. C'est pas très visible sur le graphique, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que à droite du graphique, sur les données les moins impactantes, on retrouve du bois, du PVC, du bois alu, un petit peu de tout. En moyenne, si on raisonne en moyenne, bon, il n'y a pas des gros écarts entre les différences, mais entre les différents types de menuiserie. Mais voilà. Donc retenez cet ordre de grandeur, écart 1 à 10. Une question qui se pose, c'est quel est l'impact global sur la RE 2020 de cet exercice-là? Ça, on verra en fin de formation. Mais pour répondre à la question, en fait, avant de choisir le type de menuiserie, ce qui paraît important, au vu de ces éléments-là, c'est que déjà, il va falloir choisir. Si on choisit une menuiserie à droite du graphique, on n'aura pas du tout le même résultat que si on choisit une menuiserie à gauche du graphique. Donc ça, c'est important, c'est cette notion de choix, cette notion de prescription des matériaux. Intuitivement, je pense, en tout cas je l'analyse comme ça, la réponse au sondage a plutôt tendance à favoriser le bois. On voit que effectivement c'est plutôt vrai, le bois se situe plutôt sur la droite, sur des faibles impacts. Par contre, il n'est pas tout seul. Il y a des menuiseries, on pourrait avoir à peu près les mêmes résultats pour certaines menuiseries PVC, voire menuiseries bois alu ou alu. Donc premier point, c'était ça, c'est il va falloir choisir. C'est valable pour les menuiseries, c'est valable aussi pour l'ensemble des autres matériaux. Voilà. Je vais revenir un peu plus, bon, ça c'était pour le petit exemple, on ne pouvait pas non plus faire un webinaire sur la RE 2020 sans présenter un minimum de comparatifs d'impact carbone sur les matériaux. Donc ça c'est fait, on y reviendra un peu plus tard. Je vais revenir un peu plus sur la RE 2020, quelles sont les origines de la RE 2020 et définir un peu plus aussi par la suite la notion d'ACV. La RE 2020, en fait, c'est un mélange ou même une fusion entre deux dynamiques. Il y a une première dynamique que en tant qu'acteur de la construction, vous avez certainement vécu. C'est la dynamique des différentes réglementations thermiques, des différentes RT qui sont apparues depuis la première date de 1974. L'évolution des RT a suivi, il y a deux aspects dans les évolutions. Il y a bien sûr l'amélioration de la performance énergétique globale. À chaque nouvelle réglementation, on fait un pas en avant. On essaye d'être chaque réglementation est plus performante que la précédente, en théorie en tout cas. Et il y a aussi l'élargissement des usages. Au départ, on raisonnait principalement sur l'enveloppe, puis on a ajouté des systèmes d'éclairage, de climatisation, chauffage avant. Ça n'apparaît pas sur le graphique, mais il y a aussi toute une notion importante sur le confort thermique. Voilà. Donc il y a vraiment cet élargissement de périmètre qui est pris en compte à chaque nouvelle, qui intervient à chaque nouvelle réglementation. Le deuxième aspect de la RE 2020, il est lié à des politiques, notamment la politique d'atténuation de changement climatique, qui se traduit qui est matérialisée par la stratégie nationale bas carbone, que vous avez peut-être déjà entendu parler. En tout cas, vous avez peut-être entendu dire que à l'horizon 2050, l'objectif, c'est quand même d'obtenir la neutralité carbone au sein du territoire français. Donc il y a cette notion de baisse de carbone. Voilà.
d'objectifs de réduction d'émissions de CO2 pour atténuer le changement climatique. On parle aujourd'hui, en tout cas c'est ce qui est défini dans la trajectoire définie, c'est un facteur 6 par rapport à l'état actuel. Avant on parlait d'un facteur 4, c'est plutôt un facteur 6. Donc en tenant compte de ces deux aspects, c'est logique de retrouver dans la RE 2020 un volet carbone en plus du périmètre déjà présent. Au passage, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'expérimentation E+C- qui préfigure un petit peu la méthodologie de la RE 2020, même s'il y a aujourd'hui des gros écarts entre les deux, ce qui fait que tout ce que vous entendez actuellement sur les retours d'expérience E+C- sont pas tout à fait directement valorisables, enfin valables pour la RE 2020. Donc voilà, c'est des petits détails. Mais sachez qu'elle sort pas complètement du chapeau, cette RE 2020, il y a quand même eu, +C-, ça date de 2017, il y a quand même eu pas mal d'échanges là-dessus auparavant. Plus pour ramener des choses un petit peu à nous plus concrètement, là, parce que le facteur 6, c'est pas forcément très, très intuitif. Facteur 6, ça veut dire que globalement, à l'échelle moyenne d'un Français, il faudrait qu'on ramène notre empreinte carbone qui est actuellement entre 11 et 12 tonnes équivalent CO2 par habitant et par an, à 2 tonnes. Voilà, sachant que notre bilan carbone actuel, il se répartit à peu près comme ça. Il y a une grosse part sur les transports, il y a une part assez importante sur le bâtiment. Alors sur le bâtiment, c'est divisé en deux. Il y a l'aspect consommation énergétique en exploitation. On va dire que ça, on connaît à peu près tous sous la forme de nos factures. Mais il y a aussi l'aspect ACV, analyse de cycle de vie des produits de construction. Pour construire un bâtiment, il va falloir mobiliser un certain nombre de ressources qui vont être émettrices de gaz à effet de serre. En utilisation également, tout ce qui est renouvellement, entretien, et en fin de vie, lors de la déconstruction, de la gestion des déchets, ça va générer aussi des émissions de gaz à effet de serre qui sont justement comptabilisées dans cette partie ACV des produits de construction. Et on voit que c'est pas une petite poussière à l'échelle du bilan moyen d'un Français. Alors, pour répondre un petit peu plus à la question de qu'est-ce que l'ACV et comment c'est intégré dans la RE 2020, d'après ce que je viens de vous dire, du coup, la RE 2020, on pourrait simplifier ça de cette manière-là. C'est un peu une réglementation thermique 2012 en plus. Alors, certains diront que c'est un petit pas en avant, un grand pas en avant, un pas de côté. Ça se discute, c'est pas l'objet du jour. L'objet du jour, c'est plus ce volet carbone. Voilà, cette empreinte carbone et comment on évalue l'empreinte carbone au niveau de la RE 2020 au niveau d'un projet de construction. Alors cette empreinte, cette évaluation, elle s'appuie sur une approche qui est donc l'analyse de cycle de vie, ACV, donc ça c'est un terme que je pense que vous allez très rapidement retenir et connaître par cœur, parce qu'on en parle de plus en plus. Pourquoi analyse de cycle de vie? C'est justement que ça tient compte de l'ensemble du cycle de vie des produits, des matériaux de construction, voire des services, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, en passant par la production dans les usines de fabrication, la mise en œuvre sur le chantier, l'usage tout au long du cycle de vie du bâtiment, donc avec ce que j'évoquais tout à l'heure, les sujets entretien-maintenance, la fin de vie également, est-ce que c'est démoli, est-ce que c'est recyclé, est-ce qu'il y a une valorisation énergétique, est-ce que c'est mis en décharge? Entre chacune de ces phases, on comptera du transport, voilà, tout ça pour évaluer le bilan carbone, alors que ce soit d'un produit, d'un service, d'un composant ou d'un bâtiment en entier qui est en fait une somme de composants. Voilà, donc c'est ça qui est intégré dans la RE 20. Je vous évoquais les différentes phases de l'ACV. Alors l'ACV, c'est normé, hein, c'est décomposé selon ces 5 phases-là. C'est présenté comme un outil d'évaluation globale. Alors ça, vous avez compris, je pense global, parce que sur le cycle de vie, et multicritère des impacts environnementaux d'un produit. Global également, enfin multicritère, parce qu'en fait, une ACV ne regarde pas uniquement l'aspect carbone, il y a tout un tas d'autres indicateurs qui sont évalués, même si la RE 2020 ne retient que l'aspect carbone. Mais il y a une autre composante dans l'évaluation globale, c'est qu'on tient compte également de l'ensemble des taux de chute, des emballages, des accessoires d'entretien,
nécessaires à la mise en œuvre et enfin, tout au long du cycle de vie d'un produit. Ce qui fait que ça fait, si on revient aussi sur la dynamique réglementation thermique, il y a quand même en gros un dézoomage qui est important, un élargissement du périmètre qui est important, et c'est ce qui fait aussi la force de cette approche, c'est-à-dire que si on prend le produit de gauche par exemple, enfin l'exemple de gauche, où l'ensemble de l'impact carbone est lié à la phase fabrication, si on cherche à optimiser cette phase-là, dans le cas de droite, on voit qu'on va gagner du moins dans la phase fabrication. Par contre, si pour générer ce gain, il faut augmenter, extraire plus de matières premières, voire en vie en œuvre, générer plus d'entretien et plus d'impact en fin de vie lors de la gestion des déchets, au global, on aura peut-être amélioré une phase par deux, mais sur l'ensemble du cycle de vie, on aura dégradé le bilan. Voilà. Donc c'est vraiment la force de cette approche par analyse de cycle de vie qui permet d'éviter les transferts de pollution d'une phase à l'autre, voire d'un indicateur d'impact à l'autre, puisque je vous ai dit qu'il n'y a pas uniquement le CO2 dans la CV, mais ça c'est pas tout à fait repris dans la RE2020. Donc pour raccorder un petit peu avec la problématique bâtiment qui nous concerne plus en particulier aujourd'hui, des exemples de transfert d'impact, ça pourrait être, imaginons, on entend beaucoup parler de solaire, solaire thermique ou photovoltaïque. Est-ce que la mise en œuvre de panneaux solaires photovoltaïques qui va améliorer le bilan énergétique du bâtiment ne dégrade pas trop, enfin dégrade dans quelle mesure l'impact carbone du bâtiment, puisqu'il va falloir rajouter des matériaux, extraire plus de matières premières, etc. Est-ce qu'il y a un sujet sur, alors j'aime pas le terme du tout parce que je pense qu'il n'est pas adapté au bâtiment, mais sur la surisolation. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre le webinaire sur les bâtiments passifs. Est-ce que rajouter de l'isolant, ça aura évidemment un impact sur le bilan énergétique, mais est-ce que le poids carbone des isolants, de la surisolation entre guillemets, ne va pas, enfin dans quelle mesure ça va dans l'autre sens? Voilà. Donc la CV permet de répondre à cette question-là, à ces questions-là, et en ce sens, c'est plutôt une bonne nouvelle, voire une très bonne nouvelle que la RE2020 intègre ce sujet-là. Au niveau des composantes de la RE2020, donc on retrouve cette partie ACV. On retrouve aussi ce qu'on avait avant en RT 2012, c'est-à-dire des critères sur le BBio, les consommations d'énergie primaire, le confort. Alors il y a quelques évolutions sur l'ensemble de ces critères, mais globalement ils sont reconduits en RE2020 avec parfois des exigences renforcées, voire des méthodologies de calcul qui diffèrent. C'est des choses qui étaient plutôt évaluées par les bureaux d'études, enfin, qui étaient évaluées par les bureaux d'études thermiques, les bureaux d'études fluides. On rajoute donc cet aspect carbone ACV par l'intermédiaire d'un nouvel indicateur, donc le IC construction, IC énergie également, mais principalement c'est le IC construction qui nous concerne aujourd'hui. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est qui va s'occuper, qui va évaluer cet indicateur, enfin déjà comment l'évaluer et qui va s'occuper de l'évaluer pour répondre aux exigences de la RE 2020. Sachant que quand on essaye d'expliquer la RE 2020 et qu'on la décompose selon ces 6 indicateurs de performance, ce qu'on oublie souvent, c'est toutes les interactions qui existent entre ces indicateurs. Notamment, je vous citais l'exemple des panneaux solaires. Si pour une raison X ou Y, il faut installer des panneaux solaires pour respecter un indicateur CEP ou CEPNR, ça aura des impacts sur le IC construction. Si pour des raisons de confort thermique, il va falloir aller chercher plus d'inertie ou renforcer les protections solaires au niveau pour respecter le BBio ou les degrés d'inconfort, ça aura un impact sur le IC construction. Voilà. Donc il y a tout un tas d'interactions qui font que ce ne sera pas le sujet d'une seule personne, ça reste quand même un projet, une équipe de conception qui travaille, mais la question c'est comment évaluer le IC construction et qui s'en occupe et pour pouvoir interagir avec les autres acteurs afin de réaliser un calcul RE2020. Alors, qui est le plus à même de faire cette étude? Déjà, comment on fait cette étude? Cette étude, en général, une ACV, ça part de quantité. Donc ça peut être des quantités des consommations, mais généralement pour l'UC Construction, on va plutôt parler de quantité de matériaux, que ce soit des surfaces, des linéaires, enfin des surfaces de menuiserie.
comme pour l'exemple précédent, des linéaires, des surfaces de sol, des volumes de béton, de bois, etc. À partir de ces quantités intervient ensuite un facteur d'adaptation. Alors, on ne va pas trop en parler aujourd'hui parce qu'on ne va pas rentrer suffisamment dans le détail, mais c'est en gros la méthode qui a été établie par le ministère de la Transition écologique, enfin le législateur, pour déterminer une ACV selon la RE 2020. Les facteurs d'adaptation, pour vous donner un exemple, il y avait effectivement la durée de vie. Si on considère qu'un bâtiment en RE 2020 il a une durée de vie de 50 ans, donc si un revêtement de sol a une durée de vie de 10 ans, on va considérer qu'on le renouvelle 5 fois, par exemple. Voilà. Donc ça fait partie des facteurs d'adaptation. La RE 2020 introduit aussi une notion d'ACV dynamique un petit peu particulière, dont on n'a pas le temps d'évoquer dans le détail aujourd'hui, mais qui va avoir tendance à favoriser les produits biosourcés. Voilà, c'est toujours intéressant et c'est l'objet des formations aussi de comprendre et de connaître ces méthodes afin de faire des choix avisés. Et c'est un peu au niveau du choix qu'intervient le troisième paramètre, c'est les données environnementales issues des bases de données. Typiquement ce que je vous présentais en début de présentation lors du sondage, c'est qu'à un moment, il va falloir choisir des données, valider des données, prescrire des données. Cette donnée on la prend, cette donnée on la prend pas, pourquoi et comment on assure le suivi de cette donnée. C'est-à-dire qu'au départ, le calcul se fait en phase conception, mais il y a un moment où se pose la question du choix des entreprises, du choix des données, de la validation des données, du contrôle, etc. Voilà. In fine, c'est bien sûr pour vérifier l'atteinte d'objectifs qui sont définis par les RE 2020, IC composants, IC construction, IC énergie, etc. Et à la fin, il y a quand même un tampon qui est donné, donc qui prend la responsabilité de tout ça? Peut-être vous, peut-être pas, à voir. En tout cas, vous êtes, à mon sens, très bien placé pour déterminer des quantités et faire les choix sur les données de par votre rôle de prescripteur. Alors, j'ai une Alors, j'allais passer une question à Paul, je quelle phase pense. s'effectue cette étude APS. J'ai pas de slide là-dessus. Il y a deux phases. Alors, disons que la logique RT 2012 est reconduite, c'est-à-dire qu'il y a une attestation RT 2012 à produire au niveau du PC. Par contre, le calcul sur les indicateurs carbone n'est pas à produire au niveau du PC. Il y a un calcul à produire en fin de conception, avant le démarrage du chantier, et une mise à jour à faire à la livraison. Voilà, à la livraison du chantier. Donc, sachant que c'est aussi un paradoxe de la CV, et je vais peut-être vous l'exprimer, oui, je pense qu'on va pouvoir en parler sur la diapo juste après, c'est que on est bien d'accord qu'en termes de prescription, c'est un petit peu compliqué de choisir des matériaux, des produits en phase amont de la conception, en phase APS, comme le soulignait la question par exemple. Ici, je reprends exactement le même schéma qu'en début de présentation, sauf que donc on retrouve la soixantaine de menuiseries qui sont proposées, enfin qui sont disponibles dans la base Ignace. Par contre, elles sont plus classées en fonction du type de menuiserie, mais en fonction du type de données. On retrouve dans la base Ignace des données individuelles, donc qui correspondent vraiment à des produits, à des références de produits, de marques de produits. On retrouve des données collectives qui regroupent plusieurs marques, plusieurs références de produits et des données par défaut qui en fait ont été établies par le ministère pour pallier au manque de références dans la base Ignace. Sachant qu'en phase APS, par exemple, je vois que quelqu'un parle d'un pré-bilan carbone dès la phase APS. Effectivement, vous avez on a tout, en tant qu'acteur de la construction, concepteur, on a tous intérêt à faire un bilan le plus tôt possible pour savoir où on va. Sachant que ce bilan, il n'est pas évident à faire en termes d'ACV tôt, dans la mesure où on ne sait pas tôt dans la phase de conception quels seront les matériaux posés. Ce qui fait que si vous allez si on fait en phase amont des calculs avec des données par défaut, on sera beaucoup plus pénalisé que si on fait des calculs avec des données individuelles. Comme le montre le graphique, là, plus on va vers la droite, plus on a des données individuelles, moins on a d'impact. Donc, se pose encore la question, c'est une autre manière de reformuler cette question-là, quel choix des données
à quelle phase et quel contrôle. Enfin, voilà, c'est si on prend une donnée individuelle parce qu'elle permet de passer le calcul, va falloir retenir ce produit in fine en phase chantier et s'assurer que c'est bien le produit posé. Voilà. Alors, je vous avais dit, qu'est-ce que c'est bien beau, oui, ça pose excusez-moi, je prends les remarques au passage, mais le problème de concurrence pour le marché public, oui, effectivement, ça va être compliqué de prescrire des matériaux. Par contre, vous n'êtes pas obligé de prescrire des matériaux, mais vous avez le droit de prescrire des performances. Jusqu'à aujourd'hui, dans les marchés publics, on prescrit pour des isolants des performances thermiques. Là, d'une certaine manière, il peut se poser la question de savoir comment prescrire des performances en termes d'impact carbone. Voilà, c'est exactement la réponse que donnait Stéphane Meyer. Alors, présenté comme ça là, pour l'exemple de menuiserie, donc on voit bien qu'il y a quand même un sujet sur le choix de la donnée. La question qui se posait sur les menuiseries, c'est aussi quel est leur poids au sein leur part dans le bilan carbone global d'une opération. Là, on voit que les valeurs hautes sont autour de 120 kg équivalent CO2 par mètre carré de surface de référence. Si le seuil est à 500, ça fait pas beaucoup de place pour le rail. Si le seuil est à 2000, ça laisse beaucoup plus de marge de manœuvre. Alors les seuils, je vous les présente ici. Donc on les connaît bien, ils sont assurés aujourd'hui pour le logement collectif et la maison individuelle. Pour le tertiaire, c'est pas encore tout à fait calé, mais ça devrait l'être dans pas longtemps. Donc première chose, c'est quand même que le régime ne sera pas le même à partir de maintenant, c'est-à-dire 2022, ou à partir de 2025, 2028, 2031. On voit que le seuil maximum moyen, tout ça c'est un peu modulé, hein, il y a aussi de la cuisine de méthode RE2020 qui repassera par-dessus, mais globalement le seuil moyen pour du logement collectif actuel, depuis 2022, c'est 740 kg équivalent CO2 par mètre carré. Donc, si on raisonne avec nos menuiseries, alors là, c'est pas uniquement les menuiseries, mais ce sont les menuiseries et les occultations, les données moyennes des menuiseries et des occultations. On se situe entre, alors à partir de 2022, on se situe entre 5 et 10% et 15% plutôt du bilan maximum, ce qui fait que il reste quand même entre 85 et 95% de place pour le reste, mais bon, il n'y a pas que les menuiseries dans le projet. Par contre, on arrive à entre 10 à 25% en 2031. Alors c'est un peu biaisé comme présentation parce qu'entre 2022 et 2031, la base Ignace pourra évoluer et peut-être que les données, les impacts carbone des menuiseries et des occultations seront plus faibles. Ça dépendra des efforts des fabricants. Toujours est-il que ça commence à faire une part importante du bilan global de l'opération. Voilà. Donc la question qui se pose ensuite, mais alors ça, pour le coup, on n'aura pas le temps de le détailler aujourd'hui, c'est quel est le poids du reste? Quel est le poids du reste, sachant que ce reste, va falloir qu'il fasse un régime au fur et à mesure des années, des évolutions de la RE2020, sachant qu'on passera de 740, d'un objectif de 740 en logement collectif, à un objectif de 490 à partir de 2031. Donc ça, c'est ce qu'on propose de faire dans le cadre des formations, notamment de reprendre des projets et d'évaluer l'ensemble des contributions au projet selon l'ensemble des matériaux mis en œuvre et le choix des matériaux mis en œuvre. Voilà. J'espère que c'est plus clair pour vous au niveau de la CV, de la RE2020 et de la façon de faire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Avant peut-être de passer à d'autres questions, on avait prévu un petit sondage encore Alors, il y a une en fin de question. présentation ou on prend les questions maintenant. Je ne sais pas si tu en as vu au fil de la Oui, présentation. il y a quelques questions qui viennent d'arriver là. Deux questions. Donc, tous les matériaux biosourcés ont-ils les fiches techniques demandées? Acermi, feu, etc. Et une seconde question sur le baie biomasse. Qu'en est-il? Alors,
prends la première. Tous les matériaux biosourcés ont-ils les fiches techniques demandées à CERMI, feu? Ça dépend des cas, non. Ça, c'est pas la CV qui va le dire. C'est pas la CV qui va le dire. Effectivement, on rajoute la CV, enfin le volet carbone est une feuille, un calque supplémentaire qu'on rajoute parmi le cadre existant, effectivement, contraintes acoustiques, feu, tout ce que vous voulez. Donc effectivement, les matériaux biosourcés, même s'ils peuvent être intéressants du point de vue carbone, peuvent ne pas vérifier certains autres critères les aspects que vous citez. La deuxième question portait sur le biomasse. Qu'en est-il du biomasse? Alors je ne sais pas ce que c'est que le biomasse. Je ne sais pas si la question peut être précisée. J'avoue que je botte en touche, donc en attendant, on va peut-être prendre Bebiomax, pardon. Ah, Oui. Le Bebiomax, effectivement. Alors si on revient, j'avais pas fait le rapprochement. Si on revient sur l'ensemble des indicateurs, le Bebiomax, pardon. L'exigence sur le Bebio en RE2020 va être assez renforcée. Je crois que c'est une des exigences les plus renforcées par rapport à la RT 2012. Le CEP ne bouge pas beaucoup, même s'il y a des évolutions méthodologiques qui font qu'il y ait un renforcement de l'exigence. Mais ouais, au niveau du Bebiomax, on parle de moins 20 à moins 30% de réduction. Donc, ce qui fait qu'il y aura des efforts, complémentaires à fournir sur cet aspect Bebio. Alors, une autre question concernant la démolition et le VRD. Entre-t-il dans le calcul ACV? La démolition. Alors, la démolition préalable à la parcelle, non. La démolition, ça dépend ce qu'on entend par démolition. Si on parle démolition, si on parle fin de vie, oui, c'est intégré dans la CV. Si on prend une parcelle sur laquelle il y a des bâtiments existants qu'il faut démolir, non, ce n'est pas intégré. En tout cas, ça ne fait pas partie des exigences de résultat de la RE 2020. Aujourd'hui, ça pénaliserait trop les projets. C'est quelque chose qui avait été identifié dans l'expérimentation plus et moins et qui permet de répondre également à la deuxième partie de la question qui concerne le VRD. Donc le VRD rentre dans le calcul ACV, par contre il y a des modulations là-dessus. Je vous présentais ici les seuils maximum à atteindre. Ces seuils, donc, ce sont les seuils max moyens qui sont issus de la méthode. Il y a des modulations qu'on peut rajouter là. Enfin, qu'on peut rajouter, c'est pas nous qui les rajoutons en tant que concepteurs, c'est les méthodes de calcul qui rajoutent des modulations là-dessus, notamment en cas sur des opérations où il y a beaucoup de VRD. En fait, ce lot-là est entre guillemets borné, c'est-à-dire que c'est pris en compte, mais alors c'est l'exemple typique, ça va être l'exemple des projets scolaires où il y a potentiellement beaucoup d'aménagements extérieurs, que ce soit pour les cours, pour les espaces de dépose, de parking, etc. Beaucoup de VRD, beaucoup de revêtements, des impacts qui sont élevés, sachant que les impacts sont ramenés à la surface de référence construite, donc la chab en logement, la SU en tertiaire. Quand vous rajoutez du VRD, enfin des éléments dans le VRD, vous augmentez pas la surface, donc par définition, vous pénalisez dans le calcul. Donc ça, c'est un petit peu borné par les méthodes de calcul. Ça rentre en compte, mais pas complètement. Alors, il y a une autre question qui était en amont et de mémoire, nous n'y avons pas encore répondu. C'était est-ce que quelqu'un vérifie les impacts carbone donnés par les fabricants? Oui, ce sont les vérificateurs des FDES. Donc en fait, une FDES, effectivement, donc ce sont les données environnementales établies, ce sont des analyses de cycle de vie établies par des spécialistes de la CV, mais sur la base de déclarations des fabricants. Donc on peut se poser effectivement la question de la véracité de ces éléments-là, sachant qu'il y a les gens qui établissent des F2S sont également aussi vérifient d'autres F2S. Donc ce sont des données en partie vérifiées, sachant que moi je ne suis pas assez spécialiste de l'ACV pour répondre plus précisément. Mais si vous voulez, la personne qui vérifie une ACV, donc des déclarations du fabricant, ne va pas aller sur le site du fabricant pour faire des mesures de consommation d'énergie, de flux, etc. Et ça s'appuie quand même principalement sur la déclaration des fabricants. Autre
autre question. Peut-on considérer qu'en termes carbone, la RT RE 2020 est équivalente à un E2C2? Alors, non. Moi, à mon sens, il faut essayer de se garder de faire des équivalences. Enfin, c'est très compliqué, c'est quelque chose qu'on nous demande souvent, mais c'est assez compliqué de faire des équivalences entre RT 2020 et E2C2. Comme je l'ai évoqué en début de présentation, il y a quand même des évolutions méthodologiques très importantes entre les deux. Donc c'est, à mon sens, ça vaut le coup de regarder en détail plus dans les projets, notamment les VRD ne sont pas comptés de la même manière, tout ce qui est parcelle n'est pas compté de la même manière, les surfaces de référence changent, la méthode de calcul, alors les surfaces de référence changent, ce qui fait que la RE 2020 serait plus contraignante, par contre la méthode de calcul, notamment avec la série dynamique, ça change, mais ça change à l'inverse, donc l'équilibre est assez, enfin voilà, c'est pas tout à fait le même périmètre, c'est pas évident de faire des équivalences, à ma connaissance, c'est difficile. Donc, par contre, si vous êtes déjà E2 C2, a priori, c'est que, enfin, pour être C2, ça veut quand même dire qu'il y a eu des gros efforts qui ont été faits. Donc, il n'y a pas de raison, à mon sens, qu'un bâtiment C2 ne respecte pas la RT 2020, sachant que les seuils carbone, par exemple, le seuil de 740 que vous voyez actuellement là sur le logement collectif, est quand même, en théorie, en tout cas, défini de manière à ce que ça n'exclue aucun système constructif. Voilà. La logique qu'il y a derrière, c'est qu'à partir de, enfin, en tout cas, à partir de 2031, le 490, ça va être compliqué de l'atteindre. Ça serait en théorie compliqué de l'atteindre avec une construction tout béton, par exemple. C'est un petit peu fléché comme ça. En tout cas, la communication est faite comme ça là-dessus. Après, je pense qu'il va falloir quand même mettre un peu les mains dedans et dans le détail des calculs pour apporter ce genre des réponses plus précises. Alors, on va en prendre encore quelques petites questions pour ne pas dépasser trop le timing, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet. C'est très bien. D'ailleurs, je remercie au passage Laurent Billot de répondre à certaines d'entre elles ou d'apporter des précisions. Laurent, qui est aussi un de nos formateurs sur l'ARE 2020 chez Gara. Donc, merci Laurent de modérer également les questions et d'apporter des précisions. Une autre question, est-ce que les seuils varient suivant la typologie de projet, tertiaire, santé, enseignement, etc.? Oui. Oui, bah là, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez la différence entre logement collectif en orange et logement individuel, maison individuelle en rouge pointillé. Donc c'est un petit peu plus faible en maison individuelle qu'en logement collectif. Et pour les autres, ce sera le même principe. Alors par contre, on ne connaît pas. Alors, les textes ont été soumis à consultation, donc on peut avoir une idée des seuils, mais ce n'est pas encore des données définitives. Mais il y aura des seuils différents aussi, que ce soit pour le bureau, pour le scolaire, et puis pour les autres catégories de bâtiments. Mais alors ça, pour le coup, alors bureau et scolaire, c'est censé c'est censé être en place pour 1er juillet 2022. Donc ça devrait être arrêté, ça devrait être arrêté maintenant, mais en tout cas, on le saura au 1er juillet 2022, au plus tard. Et les autres typologies, c'est 1er janvier 2023. Donc là, pour le coup, on n'a pas, à ma connaissance, le grand public n'a pas connaissance des seuils qui vont être fixés. Mais ça sera certainement le même principe que ce qu'on voit actuellement pour le logement. Alors, une autre question, Paul en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais voilà, je pense que ça mériterait beaucoup plus de développement. C'est la différence ACV statique, ACV dynamique. Oui, C'est un vaste garder celle-là sujet. pour la fin, c'est pas évident. La différence entre ACV statique et l'ACV dynamique, alors sur le principe, c'est que l'ACV dynamique considère que plus une émission de CO2 a lieu tard, de manière chronologique, moins elle a d'impact. Alors, j'ai pas c'est quelque chose qu'on aborde en détail dans la formation, mais là, j'ai pas prévu de slide. Si on prend cette répartition-là, en gros, pour des impacts sur le cycle de vie, les impacts qui ont lieu en fin de vie, en ACV dynamique, seront moins comptés qu'en ACV statique. En fait, l'ACV dynamique introduit des coefficients de pondération qui font que l'émission de CO2 émise plus tard aura une pondération plus faible que l'émission de CO2 émise à un temps T0. Et c'est pour ça que ça favorise en partie
produits biosourcés, ça favorise entre guillemets, et ça réduit également l'impact des produits pour lesquels il y a des taux de renouvellement importants. Voilà. Et voilà, ce sujet-là est effectivement développé, bien évidemment, dans la formation, et on fait le lien aussi, bien évidemment, avec les matériaux biosourcés, qui font aussi d'ailleurs l'objet d'un autre module de formation où on va plus en amont sur ce sujet-là. Je vais prendre une dernière question qui est un peu le mot de la fin. Donc, qui doit faire la CV? Oui, alors il y a peut-être, je vois la question de Joachim. Oui, J'ai pas alors, la réponse. à Qui laquelle contrôle ouais, je pense que celle-là, elle est importante. On va juste, je sais ouais. pas s'il nous reste. Non, on a des, je sais pas où on Oui, en est oui. du temps, mais qui contrôle le rendu de la CV, quantité renseignée, Laurent, cohérence, etc. Ça pose la question du contrôle, hein. Alors, est-ce que le mmh. contrôle aujourd'hui, si on fait l'équivalence avec les RT 2012, voilà, ça pose la question du contrôle. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette question-là exactement. Les contrôles en RT 2012, il y en a de temps en temps, mais enfin moi, depuis 2006, j'en ai jamais vraiment vu. Donc c'est quand même sous-entendu que les acteurs de la construction sont de bons élèves. Mais effectivement, on est censé. Alors moi, ce sera à voir en fonction des attestations à produire. Il y a des textes qui seront apparaître, qui vont paraître et qui vont préciser un petit peu ça. Mais en tout cas, on est censé quand même enfin, oui, faire la liste des éléments posés, des quantités posées et les données environnementales qui vont en face, récupérer les ponts de livraison sur le chantier et les factures, etc. Ça peut être, enfin voilà, il y aura un travail à faire là-dessus. Et qui doit faire, du coup, je reviens sur la dernière question que tu retenais, qui doit faire la CV? Bah, c'est un peu, à mon sens, c'est les personnes qui maîtrisent au mieux l'ensemble de cette chaîne-là, c'est-à-dire les quantités et la prescription des données. Voilà. Donc l'économiste, pour moi, a toute sa place pour réaliser une CV, enfin, à mon sens, peut avoir toutes les compétences nécessaires et les données nécessaires surtout pour réaliser une CV. Compétences, voilà, hein, que vous voyez sur la diapositive, hein. Une CV, c'est quelque part une multiplication, avec quelques petites nuances méthodologiques, mais c'est pas très compliqué à faire. La question, c'est vraiment quel choix de données, comment c'est retranscrit dans les prescriptions, comme effectivement la question du contrôle qui a été posée, qu'on a évoqué, et de la fiabilité des données. Une autre question que je vois arriver, la RT 2012 est rendue avec le projet au contrôleur technique. En sera-t-il de même avec la RE 2020, du coup? Oui. Laurent vient de répondre sur le sujet. Alors oui, il y a Laurent qui répond. Merci Laurent. Et je pense que ça répond à la question de quelle précision des quantitatifs Oui. est attendue. C'est relativement cadré par la méthodologie. Dans les arrêtés, vous pouvez retrouver ça, on l'évoque aussi en formation, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire de saisir dans un calcul, ce qui rentre dans le cadre là ici des exigences de résultats ou pas. Il y a quelques indicateurs qui sont évalués juste pour info. Et effectivement, Laurent soulève la problématique de l'exhaustivité de la saisie. Plus vous allez, et on le voit aussi en formation, quand on fait le cas d'application concret avec des économistes qui ont des niveaux de détail très importants au niveau des CCTP, des PGF, et ben, si le niveau de détail est très important, on va avoir tendance à saisir plus d'informations que sur un niveau et oublier moins de choses que sur un niveau de détail plus faible. Évidemment, c'est un vrai sujet parce qu'on n'aura pas le même résultat si, pour un même projet qui est décrit plus ou moins bien, on n'aura pas le même résultat. C'est un vrai problème qu'il va falloir se poser. Et moi, j'aurais pas d'autre message que de vous inciter à vous méfier des résultats qui disent que oui, on passe, tout va bien sans problème avec beaucoup de marge. La question qui se pose, c'est surtout qu'est-ce qui a été saisi? Est-ce que la saisie est exhaustive ou pas? Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette ou pas? Bien. Merci à tous de votre participation à ce webinaire qui a suscité beaucoup de questions.
C'était le but aussi. Donc, si vous souhaitez nous contacter ou aller voir sur notre site les programmes de formation destinés aux économistes, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez nous joindre à ce mail-là ou nous contacter via le site. Et nous répondrons bien évidemment à vos questions et vous pourrez aussi, via ces formations, donc approfondir les sujets qui ont été évoqués dans ce webinaire et aussi les réponses à vos questions qui ont été nombreuses et pertinentes et variées. Merci beaucoup. Merci Très bonne à tous. journée à toutes et à tous. Merci Paul.